Travaux et diplomatie parlementaire, union sacrée et élections. Face à face spécial, je reçois ce lundi 24 avril, après le journal de 19h, le professeur André Mbata, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Rediffusion lundi 24 avril minuit, mardi 25 avril, après le journal de 7h. Travaux et diplomatie parlementaire, union sacrée, élections, ces propositions de loi, vos propositions de loi. Professeur André Mbata Betukoumessou Mangou, bonjour. Bonjour Christian. Vous êtes élu UDPS de Dibélégué au Kassai central. Vous êtes le premier vice-président de l'Assemblée nationale. D'abord, on ne s'est pas revu depuis. Félicitations pour votre élection. Merci beaucoup. Vous avez en charge notamment les travaux parlementaires. Comment jugez-vous à ce stade, vous êtes là depuis moins d'un an, la manière à laquelle l'Assemblée nationale fonctionne? Bon, jusque-là, je peux dire que tout marche bien. Je suis en charge, vous l'avez bien dit, des questions parlementaires, des relations avec les groupes parlementaires et aussi de la diplomatie parlementaire. Sur le plan, en ce qui concerne la production législative, je suis satisfait du travail qui est en train d'être fait. Nous avons reçu plusieurs propositions de loi, c'est-à-dire des initiatives législatives qui viennent des députés nationaux, mais aussi des projets de loi, des initiatives gouvernementales, et nous avons adopté un certain nombre de lois, et je suis satisfait. Nous continuons d'ailleurs, il y en a d'autres qui attendent d'être adoptées par l'Assemblée nationale. En parlant de propositions qui viennent, elles, des députés et des projets qui viennent du gouvernement, avant de parler dans les détails de certaines propositions ou projets qui ont défrayé la chronique, parlons un peu de la manière à laquelle tout cela s'agence. Récemment, un député a critiqué le fait que, alors que le pays a des problèmes plus importants, on traite de sujets qu'il a jugés de moindre importance. Bon, là, c'était une erreur, Christian, parce que vous voyez, suivant la Constitution, l'Assemblée nationale a deux missions essentielles. La première, c'est voter les lois et ensuite contrôler le gouvernement. On ne peut pas, c'est sûr qu'il y a des questions sécuritaires sur lesquelles l'Assemblée nationale s'est prononcée à plusieurs reprises. Vous vous rappelez cette recommandation de l'Assemblée nationale interdisant au gouvernement de mixer ceux qui auront combattu dans les rangs du M23 et des groupes armés. Ça, ce sont des questions qui préoccupent au quotidien l'Assemblée nationale. Mais l'Assemblée nationale ne doit pas se dédire, ne doit pas oublier sa première mission qui est celle de légiférer, adopter les lois. Donc, nous tenons en compte toutes ces questions et il était malheureux de concevoir que l'Assemblée ait oublié des questions sécuritaires parce que ces questions sécuritaires préoccupent l'Assemblée nationale et elle a déjà pris un certain nombre de décisions là-dessus. Et l'Assemblée nationale ne doit pas pour autant oublier sa première mission qui est celle de légiférer. Donc vous êtes d'accord avec ces députés qui disent, plutôt que de parler de l'élévation au grade de héros nationaux d'Étienne Tshisekedi notamment, l'Assemblée nationale doit plutôt se pencher sur des questions qui touchent plus au quotidien de la République? Ça, là, je ne suis pas d'accord. Là, ce n'est pas comprendre la mission de l'Assemblée nationale. Elle est constitutionnelle. Légiférer et contrôler. Oui, mais légiférer en fonction des priorités. Aujourd'hui, on ne vous dit pas ça. Les priorités, c'est lesquelles? Je crois que vous abordez la question des ordres nationaux. Oui. Les ordres nationaux, nous allons en parler tout à l'heure parce que ce sont là les deux propositions de loi. C'est vos propositions. Ce sont mes deux propositions de loi. Mais l'Assemblée doit tout faire et doit s'assumer. Et constitutionnellement. Donc, sur les questions de sécurité, les questions du social, nous avions des matières là-dessus. Mais on ne peut pas passer tout le temps à parler de la sécurité. Il y a des questions sécuritaires. Il y a des questions qui demandent le huis clos. Nous sommes agressés par le Rwanda. Vous n'allez pas, à la longueur de journée, parler de M23, parler de stratégies. Ces stratégies se discutent à un autre niveau, au niveau gouvernemental. Nous, en tant que législateurs, nous voyons les choses d'une façon globale. Et donc, nous nous préoccupons, pour répondre directement à la question des questions sécuritaires de notre pays. Et d'ailleurs, cette Assemblée nationale, vous êtes un grand journaliste, vous avez, dans le passé, vous n'avez pas vu une Assemblée nationale autant préoccupée par la question de sécurité que cette l'Assemblée nationale sous cette mandature. Oui, mais on ne parle pas que de sécurité. Vous êtes élu de Dibélégué au Kassai central. Récemment, nous étions dans l'espace Kassai, on se rend bien compte que là-bas, les problèmes sont multiples. Est-ce qu'il n'y a pas plus prioritaire, notamment, on a vu récemment l'Assemblée nationale se pencher sur la gestion de la SNEL. Est-ce qu'il n'y a pas plus prioritaire que l'élévation en dignité d'Étienne Tshisekedi? Même si
on doit le dire, il le mérite, il a fait beaucoup pour le pays. Est-ce que notamment le problème du Kasaï, de l'enclavement du Kasaï n'est pas plus important que ça? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres problèmes à Kinshasa, notamment les Koulouna, des problèmes à l'Équateur qui se plaignent de ne rien avoir, les problèmes ici et là d'une importance cruciale pour le vécu des quotidiens, majeure par rapport à vos propositions de loi? Disons d'abord une chose, les deux propositions de loi, j'en ai soumises deux. Une pour la création de l'ordre national du léopard et l'autre pour la création de l'ordre national des héros nationaux. Et sont concernés, il n'y a pas que Etienne Tshisekedi, évidemment Etienne Tshisekedi le mérite. Il mérite d'être proclamé héros national pour le travail qu'il a fait pour l'avènement d'un état de droit dans notre pays, il le mérite. Mais il n'y a pas que Tshisekedi. Prenez par exemple Simon Kimbangu. Vous pensez que Simon Kimbangu ne mérite pas? Il le mérite, cette loi. Kimpa Vita, cette jeune femme qui a lutté pour l'indépendance et contre la colonisation, ce sont des personnalités, même Kassavou vous mérite d'être proclamé héros national. Mais vous venez également de le dire, si nous nous préoccupons de la SNEL, du social, c'est que l'Assemblée nationale s'occupe également des questions sécuritaires et des questions du social. Il n'y a pas que ça. Vous savez, nous avons une session qui va, ordinaire, qui va du 15 mars au 15 juin. Ça fait 3 mois pleins. Donc tous les points peuvent être abordés. Tous les points sont abordés, tous ces points-là sont inscrits au calendrier à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez abordé... Parlant de Dimbéleng éducation sociale, oui. Je crois là-dessus, il faut que les gens comprennent. Pour ceux qui ont lu Montesquieu, il y a ce qu'on appelait la théorie de la séparation des pouvoirs. L'Assemblée nationale fait quoi? Essentiellement, c'est voter les lois et contrôler le gouvernement. Le social, c'est l'exécutif. C'est le gouvernement qui doit le faire. Le judiciaire, la justice, ça c'est le pouvoir judiciaire. Ça c'est selon la théorie de la séparation des pouvoirs. Mais bien des gens tendent à croire que l'Assemblée nationale peut tout faire. Donc vous êtes législateur, vous êtes l'exécutif, vous êtes le judiciaire. Non, il y a une séparation des pouvoirs. On a bien compris. Donc on se préoccupe bien des questions qui se posent à Dimbéleng. C'est ainsi qu'il y a des questions orales avec débat posés au ministre. Et en ce qui concerne la situation qui se passe, non seulement à Dimbéleng, mais dans l'ensemble du pays, parce que vous savez, il y a une différence entre un député national et un député provincial. Le député provincial représente la province. Moi, en tant que député national, avec mes collègues et députés nationaux, nous représentons la nation. Et il y a certains députés nationaux qui oublient parfois cela, en se focalisant sur je viens du Katanga, le problème du Katanga, je viens de l'Est, problème de l'Est, je viens de l'Équateur, problème de l'Équateur. Non, nous représentons la nation. Partout se pose un problème sociétal, que ce soit au Kasaï, que ce soit au Katanga, au Bandundu ou bien à Nituri. Ces questions-là nous préoccupent en tant que députés nationaux. Bien compris. Mais quand on parle social, on ne parle pas forcément de ce que fait le gouvernement. On parle de l'Assemblée nationale qui contrôle le gouvernement. Exactement. La SNEL, très bien. Le DG, vous avez demandé sa suspension, il a été suspendu. Mais le DG, dans les discussions qu'il a eues avec vous, a parlé d'un maximum de 12 millions de dollars qu'il ne peut pas engager, notamment dans la construction d'un barrage qu'on lui regrette de ne pas avoir fait. Construction d'un barrage qui nécessite 200 millions. Après le DG, vous allez continuer votre contrôle sur le gouvernement, sur les ministres en charge de la question, ou c'était uniquement le DG qu'on voulait avoir? Là, on parle des priorités. Oui, des priorités. Non, s'agissant du contrôle parlementaire, il continue. Pas seulement le DG, pas seulement celui de la SNEL. Il y a d'autres entreprises. Il y a aussi des ministres même. Vous vous rappelez, dans le passé, l'Assemblée nationale a dû voter une motion de défiance contre les membres du gouvernement. Je me souviens, le ministre de l'économie. C'était à la suite du contrôle parlementaire. Donc le contrôle parlementaire reste permanent, non seulement en ce qui concerne le social, même ces questions, vous évoquez tout à l'heure la question de Koulouna, la question de l'insécurité dans les villes. C'est une question qui préoccupe également l'Assemblée nationale ou le Parlement dans l'ensemble. Et il y a des questions, il y a des enquêtes. Donc l'Assemblée nationale va continuer à faire son travail, non seulement en ce qui concerne le social, mais aussi la situation sécuritaire de notre pays. Parlons de la loi Tchani. Vous êtes pour ou vous êtes contre? La loi Tchani, c'est trop simpliste. La proposition de loi faite par un député, mais initiée par M. Noël Tchani. Bon, voilà. Endossé par un député. Je suis responsable des questions législatives. Le règlement intérieur, conformément à la Constitution, donne à chaque député le pouvoir d'initier des textes de loi. Et notre collègue Singhi l'a fait. Je suis responsable des questions législatives. À ce stade, la question a été inscrite au calendrier, c'est au
Au niveau, il faut attendre que l'Assemblée nationale puisse en débattre. Mais ça suscite trop de bruit pour rien. Non, parce que dans un premier temps, on avait dit qu'elle n'était pas constitutionnelle. Certains avaient dit qu'elle ne pouvait pas être alignée. Aujourd'hui, on dit, après être passée par le secrétaire technique apparemment de l'Assemblée nationale, qu'elle peut l'être. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi, alors qu'une loi avait, un projet ou une proposition de loi avait déjà été déposée à l'Assemblée nationale, on revoit le président de l'Assemblée nationale recevoir les mêmes initiateurs pour faire, on dira, ou ce que les détracteurs appellent de la promo de ce sujet. Bon, le problème, Christian, c'est que beaucoup de gens ne connaissent pas les textes. C'est ça le problème. Connaître le texte, la Constitution et le règlement intérieur. Que dit le règlement intérieur? Lorsque vous êtes un député, disons d'abord que l'initiative, vous l'avez dit au début, l'initiative législative qui vient d'un député, on appelle proposition de loi. Celle qui vient du gouvernement, on l'appelle projet de loi. Alors, un député, quand il transmet une proposition de loi, il passe par le bureau d'études. Le bureau d'études qui va émettre un avis sur la recevabilité ou non. Le bureau d'études peut également faire des recommandations pour dire que si cette proposition, si vous voulez, monsieur honorable député, que votre proposition passe, retouchez tel et tel point pour l'améliorer. Cela a été fait sur cette proposition-là? Si quelqu'un va, il retravaille son texte, il revient, le bureau d'études, conformément au règlement d'intérieur, peut déclarer cette proposition-là recevable. Cela a été fait sur cette proposition de loi? Bon, elle est inscrite au calendrier. Est-ce que vous la soutiendrez? Bon, ça c'est une autre affaire. C'est ce que je peux dire en tant que vous savez, les grands hommes, on parle des idées. On parle des idées. Je voudrais m'étendre un peu plus là-dessus. Il faut qu'on en débatte. Il faut que la nation suive si on doit en débattre. Et puis on prendra la décision. On peut la rejeter. On peut l'adopter. Mais ce n'est pas parce qu'un député, conformément à la Constitution, il a été élu pour faire des lois. Il l'a fait. Et vous voyez l'Église catholique essentiellement s'agiter. Vous voyez les diplomates s'agiter. Une politisation à outrance de l'Église catholique, parce que vous avez vécu longtemps à Paris, Christian. Vous n'avez pas vu l'archevêque de Paris? Les clergés de Paris s'ameutaient, comme on en a vu avec certains diocèses ici. C'est une politisation extraordinaire et à outrance. L'Église va au-delà de sa mission. Et puis, quand on parle de la mission prophétique, Christian, vous pensez que l'Église catholique du Congo, l'archidiocèse de Kinshasa ou tel évêque aurait une mission plus prophétique que celle du pape? Parce qu'on nous parle toujours de la mission prophétique. Mais la mission prophétique, vous, un simple évêque, vous avez une mission plus prophétique que celle du souverain pontife. Non, ne disons pas des choses. Faites votre travail. Les députés représentent la nation. Il y a eu même un évêque. Insulter les députés nationaux, les qualifiant de sorciers. Est-ce que ça, c'est évangélique? On ne fait pas le procès de l'Église catholique. On ne fait pas. Donc, nous espérons aussi les recevoir, eux. Jusqu'à ce stade, ils ne nous ont pas encore répondu par l'affirmative. La proposition n'a pas encore été soumise au débat, mais c'est dans l'ordre naturel des choses. Est-ce que vous le soutiendrez? Moi, je le dirai de haut de la tribune parce que ce ne sera pas un débat à huis clos. Le moment où ce sera exposé, ce sera un débat national. Donc, on en parlera en plénière. On en parlera. Au moment où elle sera déposée, je pourrai revenir ici à Top Congo pour vous en parler. Pourquoi mélanger, entendre ma voix. Au sujet de cette loi, pourquoi mélanger deux sujets? Premier sujet sur de père et de mère, très polémique, et l'autre sujet sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Pourquoi ne pas avoir séparé clairement ces deux propositions? Mais ça, on le fera dans le débat. Dans le débat à l'Assemblée nationale, le débat qui sera ouvert, les médias où vous serez là, Top Congo. Il ne faut pas anticiper, il faut attendre. Pourquoi s'agiter? Mais disons d'abord, s'agissant de ça, il n'y a pas que la fonction présidentielle. Parce qu'ici, pourquoi est-ce qu'on veut se focaliser sur des individus? Je vais vous donner un exemple, Christian. Je suis professeur de droit constitutionnel. Lorsque vous voyez le droit constitutionnel comparé en Afrique, plus de la moitié des pays africains soumettent la fonction présidentielle, parce qu'il faut dire que la loi qu'on appelle abusivement la loi Tiani, elle ne vise pas que la fonction présidentielle. Mais il vise d'autres fonctions. Mais s'il faut prendre la fonction présidentielle dans plusieurs pays chrétiens, il faut être des pères et des mères. C'est le choix d'un pays. Là, je vais vous dire une chose. Aux États-Unis d'Amérique, vous pouvez être des pères, de mères, ou même des grands-pères et des grands-mères américains, mais si vous n'êtes pas né sur le sol américain, vous ne pouvez pas être président. Ce n'est pas le débat de la loi Tchani que nous faisons, monsieur non, on ne fait pas la loi Tchani. Oui. Mais je vois que vous avez plutôt tendance à être pour cette non, proposition moi je soutiens, comme responsable des questions législatives,
que tout député peut amener ces questions dans le débat, on peut la rejeter ou l'accepter. Et un député peut venir, il y en avait un autre, sur l'homosexualité. L'homosexualité. La proposition a été retenue? Non, il n'a pas été retenu, il est en train de la revoir. Donc, ne soyez pas surpris demain qu'on nous amène une proposition de loi sur l'homosexualité et j'espère que ça va agiter également tout le monde. Donc, ce que je dis en tant que responsable des questions législatives, c'est que chaque député est libre. Je ne vous dis pas si je suis pour ou si je suis contre. Le débat aura lieu en public. Il appartiendra. On peut refuser, rejeter cette proposition de loi, tout comme on peut l'accepter. Mais à ce stade, donc, on attend encore le débat. Je ne donne pas un point de vue là-dessus. On peut donc discuter de tout. De tout. Y compris de la modification de la Constitution, comme on vous suspecte de vouloir le faire. Bon, mais je dis ceci, Christian. J'ai vu effectivement ça sur les réseaux sociaux. J'ai toujours dit ceci. Tout le monde n'est pas constitutionnaliste. Tout juriste n'est pas constitutionnaliste. Tout le monde. Vous êtes un grand journaliste, je vous respecte, parce que vous avez étudié ça. C'est votre cap force. Mais je suis aussi professeur de droit. On vous dit qu'est-ce qui est constitutionnel et qu'est-ce qui ne l'est pas. À ce stade, nous n'avons aucun intérêt, nous, le président Félix Tshisekedi, nous-mêmes, nous n'avons aucun intérêt à vouloir changer de constitution. Parce que nous avons un deuxième mandat qui nous attend. C'est un débat prématuré. Nulle part, le pauvre Mbata veut changer la constitution. On n'en a pas besoin. Non, peut-être qu'on veut le faire maintenant parce que la période n'est pas suspecte. Non, maintenant nous devons gagner notre mandat. Nous devons gagner notre deuxième mandature. Vous nous dites aujourd'hui que vous n'avez initié, ni vous, ni les membres de l'Union Sacrée, ni les membres de votre parti, une initiative pour modifier la Constitution. Non, mais, Christian, ça sont des turiféraires qui inventent n'importe quoi. Non, mais aller à l'Assemblée nationale, il n'y a eu aucune proposition de loi. Donc c'est non. Oh, rien, tout à rien. Donc c'est non. C'est faux et archi faux. Ce sont des vendeurs d'illusions ou des gens qui ont peur. Aujourd'hui, nous sommes préoccupés, on va parler tout à l'heure de l'Union Sacrée, nous sommes préoccupés à l'organisation des élections libres, transparentes et crédibles. Et nous, s'agissant, je suis de l'UDPS, je suis de l'Union Sacrée, je suis du parti présidentiel, nous travaillons et nous sommes sûrs que notre président va avoir un second mandat qui va lui permettre d'implémenter sa vision pour un Congo grand, un Congo fort, un Congo puissant et prospère au cœur du continent africain. Avant de parler de l'Union Sacrée, parlons de ces élections. Le FCC critique la transparence du processus. Comme vous le critiquiez, attention, en 2016, 2017, 2018. Est-ce qu'ils ne sont pas en droit de critiquer le fait qu'il y ait des choses qui ne marchent pas? Mais nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie. Nous autres, nous avons voulu un État démocratique, plus démocratique que ce qu'en pensait le FCC quand il était au pouvoir. Alors qu'est-ce que vous faites pour Ils ont le droit de critiquer. Alors qu'est-ce que vous faites pour que leurs revendications, notamment de représentation au sein de la CENI, soient rencontrées? Ce débat-là a été fait et refait plusieurs fois. Oui, mais aujourd'hui, ils se plaignent de ne pas y être. Non, on leur a répondu. Le deuxième vice-président de la CENI, Manara, c'est l'ancien président du groupe parlementaire PPRD. Il est là et c'est le deuxième vice-président de la CENI. Qui a fait défection selon eux? Non, qui a fait défection, comment? Et puis revenons sur le FCC. Je vais vous dire une chose. Mais les membres du FCC se sont enrôlés. Parce qu'ils disaient qu'ils ne vont pas s'enrôler. Beaucoup se sont enrôlés en cachette même. Beaucoup sont prêts pour les élections parce qu'ils ont dit nous n'allons pas nous enrôler. Oui, mais ce n'est pas parce qu'ils se sont enrôlés, certains d'ailleurs, pour avoir des papiers d'identité, qu'ils sont d'accord et qu'ils trouvent le processus transparent. Il ne faut pas tromper l'opinion. Vous avez dit que vous n'allez pas vous enrôler, mais vous allez vous enrôler. Ça, c'est autre chose quand vous êtes politique. Oui, mais s'enrôler ne veut pas dire adhérer à la transparence de ce processus. C'est-à-dire quoi? Nous, ce que nous disons, c'est quoi? Les élections seront libres et transparentes. Félix Tshisekedi ne va pas tricher aux élections. Vous circulez le pays. Quel est ce candidat qui fait peur à Félix Tshisekedi? Moïse Katumbi. Pas du tout. Je ne cite pas les noms. Moi, je cite. Pourquoi je cite? Parce que beaucoup parlent de cette loi de père et de mère qui vise particulièrement à l'exclure lui. On sait qu'il est de mère congolaise, en tout, même si la polémique, il est de mère congolaise, mais son père ne l'est pas. Est-ce que pour la paix des braves, le calme du processus, aujourd'hui, vous pouvez nous dire, vous, de l'UDPS, que la candidature de Moïse Katumbi ne sera pas particulièrement menacée? Non, disons d'abord une chose, Christian. Vous avez vécu dans un pays démocratique. La démocratie est différente de la particratie. La particratie, c'est le gouvernement des partis politiques.
La démocratie, c'est le gouvernement du peuple. Ce n'est pas ce que je veux, moi, pour André Mbata dans une démocratie qui vaut. Mais c'est ce que vaut le peuple. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Oui, mais le peuple, une fois qu'il a voté, il s'en remet aux partis politiques. Et ces partis politiques, aujourd'hui, donnent l'impression que l'objectif, c'est d'empêcher à Moïse Katumbi d'aller aux élections. Non, il y a un danger pour qui? Le président Tshisekedi n'a pas de... Quel est le concurrent qui va le battre? Vous circulez dans toutes les 26 provinces, soyons objectifs. Circulez dans les 26 provinces. Et vous savez où le président Félix Tshisekedi aura des voix. Quel est cet autre candidat qui peut le battre sur 26 provinces? Parce que vous voyez, c'est une élection présidentielle. Il ne faut pas compter sur une province. Ce n'est pas une élection provinciale. Un candidat président de la République n'est pas un candidat d'un groupe ethnique. Il n'est pas le candidat d'une province. Il est le candidat de toute une nation, des 25 provinces de la ville de Kinshasa. Il doit être vu partout. Un candidat président de la République n'est pas un candidat d'un territoire ou d'une municipalité ou d'un quartier. Donc, j'ai dit à ce stade, nous irons aux élections libres et transparentes et Félix Tshisekedi Tshilombo va gagner ces élections. Félix Tshisekedi, candidat de l'Union Sacrée ou de l'UDPS? Bon, peu importe qui sera candidat de l'Union Sacrée, il sera aussi candidat de l'UDPS. Oui, mais présenté par qui? Oui. Présenté par qui? L'UDPS ou l'Union Sacrée? C'est un petit débat. Il a déjà été présenté par combien de partis? C'est un gros débat puisque... Oui, il a déjà été à ce stade. Combien de partis ont déjà dit que Félix Tshisekedi sera leur candidat? C'est le débat parce que le professeur André Mbata qui est en face de moi, il y a quelques années, quand on annonçait à renfort de publicité la création du FCC, parlait d'inconstitutionnalité de ce genre d'organisation. Aujourd'hui, on dit de l'Union Sacrée que c'est le FCC ou que c'est à la mode du FCC bis avec des membres du gouvernement, des hommes politiques venus de divers horizons, mais surtout des similitudes énormes avec le FCC que vous, constitutionnalistes, condamnez hier. Bon, le FCC, effectivement, nous sommes en politique, il peut y avoir des similitudes, mais l'idée qui a donné naissance au FCC et l'idée qui a donné naissance à l'Union Sacrée, c'est tout à fait différent. En quoi? Les perspectives sont différentes. En quoi? La composition est différente. En et quoi? Parce que vous revenez à quelque chose qu'on a vu, que moi-même j'ai lu sur les réseaux sociaux. Mais lorsque je parlais du triangle de glissement, c'est moi qui le disais, j'étais contre le triangle de glissement. Pourquoi? Parce que le gouvernement voulait le glissement, la CENI de Nanga à l'époque voulait le glissement, la Cour constitutionnelle, on est allé au glissement, mais c'est tout à fait différent. Mais la constitutionnalité dont vous faisiez cas à l'époque, c'était la participation de tous ces gens en même temps dans un conglomérat de partis, un grand rassemblement que copie aujourd'hui l'Union Sacrée. Ce n'est pas exactement cela de la constitutionnalité dont je parlais. Je parlais surtout du triangle du glissement. Ici, par exemple, qui sont membres de l'Union Sacrée? Ce sont les partis politiques. Ce sont les partis politiques et les associations. Et puis, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent aller aux élections. Ils ne veulent pas qu'il y ait un glissement. Nous, on n'a pas ce langage de glissement. C'était l'objectif du FCC. Et puis, lorsque vous voyez même la façon dont les gens s'expriment, il n'y a pas d'autorité morale ici. Donc, il n'y a plus de liberté. Il n'y a pas d'autorité morale, mais tout le monde est là derrière le président fondateur. Le concepteur, l'initiateur de l'Union Sacrée. Tout est fait pour la réélection d'un homme. Et puis, vous verrez même que l'Union Sacrée, elle était basée sur une idée. Vous vous rappelez de ce court discours qui a changé un peu l'histoire politique de notre pays? Le discours de 5 minutes de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, appelant. Vous n'avez pas eu de pareil dans la création de l'Union Sacrée, du FCC. Et même la composition, donc, je crois qu'on n'a pas compris le contexte. On a voulu, ce n'était pas la même chose. Le triangle du glissement, ce n'était pas la même chose. Et nous revenons parce qu'il s'agit des élections auxquelles nous allons bientôt aller. Et nous voulons des élections libres, transparentes et crédibles. Que le FCC, nos amis du FCC, et parce qu'ils sont également au Parlement, je m'occupe également des groupes parlementaires. Ils sont là, nous sommes avec eux à l'Assemblée nationale. Nous demandons à tout le monde de s'organiser pour aller aux élections. Parce que demain, il ne faut pas qu'on revienne chez vous pour nous dire que les élections n'étaient pas libres et transparentes. C'est le moment de s'implanter. C'est le moment et le président Félix Tshisekedi et ce régime, ce gouvernement donne à chacun la liberté de s'organiser dans n'importe quelle province pour préparer les élections. C'est le moment. Au lieu de s'attendre, de préparer déjà des revendications inutiles. Pour rester sur l'Union Sacrée, on prend les mêmes d'hier
on y ajoute l'UDPS, et on recommence, et on espère avoir un résultat autre. Est-ce qu'il est possible, avec les FCC d'hier du FCC, aujourd'hui c'est vrai qu'ils sont démembrés, on va dire, est-ce que c'est possible de faire les choses différemment aujourd'hui? Bon, disons une chose, on prend les mêmes et on recommence. On ne prend pas. Ils viennent adhérer, ils ont adhéré à l'union sacrée. Donc on ne prend pas pour recommencer. Ils sont venus adhérer. Donc ce sont des gens qui ont une peau neuve. Parce qu'ils viennent adhérer, on vous dit, l'union sacrée, ce n'est pas FCC bis. Et parce que l'union sacrée, le lancement, c'est le 29 avril prochain, le samedi, je ne pourrais qu'inviter tout le monde à se joindre, même si le stade est petit, pour assister au lancement de l'union sacrée. Le stade est petit. Qu'on est derrière le stade est petit. Le FCC avait dit la même chose il y a 5 ans. Bon, malheureusement, l'union sacrée, ce n'est pas le FCC. Et si vous avez le même résultat, nous n'aurons pas le même résultat qu'il y a 5 ans? Non, nous n'aurons pas le même résultat parce que l'union sacrée, ce n'est pas le FCC. Donc, on ne prend pas les mêmes. Et les gens qui viennent, qui ont répondu à l'appel du président de la République, ils comprennent que l'union sacrée, ce n'est pas le FCC bis et que nous n'allons pas répéter ce qui a été fait au FCC. Vous, vous êtes convertis, autre temps, autre mœurs, vous serviez un individu, l'autorité morale du FCC ou du PPRD. Maintenant, vous venez pour travailler avec un homme, servir le peuple et le peuple d'abord. Donc, il y a un changement de perspective. On rappelle que vous êtes le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Avant de terminer, je voudrais qu'on parle un peu de diplomatie parlementaire. On a beaucoup parlé de situation à l'Est, de guerre, le Rwanda qui nous impose, le Rwanda qui, de toute évidence, particulièrement son président, est en train de montrer ce qu'il veut réellement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais comment est-ce que vous expliquez qu'à côté de ça, cette communauté internationale qui appelle au respect des droits de l'homme, qui est toujours première à donner des leçons, n'arrive pas à suivre toutes vos revendications et demandes à son endroit? On vient de très loin, Christian. S'agissant d'abord de la diplomatie parlementaire, c'est que il faut dire que ces dernières semaines, ces derniers mois, nous sommes particulièrement investis à la suite du président de la République et à la suite aussi, moi je suis responsable de la diplomatie parlementaire, mais le premier chef au niveau de l'Assemblée, c'est Christophe Mbosso, l'honorable Christophe Mbosso, qui est le président de l'Assemblée nationale. Ici, nous sommes allés partout pour dire nous sommes victimes d'une agression. L'agression par le chef d'un État, que moi j'appelle un État voyou. Le Rwanda, c'est un État voyou. Et Paul Kagame, c'est le chef de cet État voyou. Nous sommes victimes d'une agression. Et en droit international, nous l'avons dit à Manama, à Bahreïn, nous l'avons dit à Djouba, nous venons de le dire à Abidjan, nous sommes victimes d'une agression. Et même, vous avez constaté que Kagame lui-même, il a perdu les pédales. Il vous disait que c'était un problème des Congolais, maintenant il vous dit qu'il veut les taire. Et que la carte était mal faite. Oui, mais comment est-ce qu'il vous est impossible d'avoir notamment, cela a été particulièrement suivi, des résolutions au niveau parlementaire international qui condamnent ce qui est de toute évidence une agression? Nous en avons eu une à Djouba dernièrement. Je parle d'abord, j'évoque le cas de Bahreïn où c'était l'Union interparlementaire, c'est pratiquement l'Assemblée générale des parlements du monde parce que 170 pays étaient représentés. Nous avons présenté une résolution. Évidemment, tout le monde a poursuivi ce qui se passe. Mais au moment du vote, les complicités, tous ces pays qui se disent artisans des droits de l'homme, même de la démocratie, dont on vient de parler, des élections. Mais il y a une grande complicité de la communauté internationale. Moi, je le dis, il ne faut pas venir nous raconter des choses. Nous pouvons parler des élections ici, Christian. Mais qui vont chez Kagame pour lui parler des élections libres et transparentes? Qui vont? Il n'y a pas de médias là-bas. Vous avez déjà vu les diplomates occidentaux? Même les chefs d'État au gouvernement allaient chez Kagame là-bas pour lui dire, vous n'organisez pas les élections. Vous ne respectez pas les partis politiques. Le langage que nous tenons ici sur Top Congo, est-ce que ça peut passer à Kigali? Mais on lui réserve le tapis rouge. Voilà la duplicité. Là, ce que moi j'appelais la schizophrénie de la diplomatie internationale. Et qu'est-ce que vous allez faire face à cela? Nous continuons le combat. Nous continuons à le dire. Il commence à comprendre. Je reviens au cas de Djouba. À Djouba, nous étions là avec le professeur Modeste Bahati, président du Sénat. Nous avons fait adopter, c'était le forum de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, qui nous regroupe aussi également le Rwanda. Et le Rwanda était représenté par le président du Sénat. On a pris une résolution. Dans cette résolution, le premier considérant fait allusion au respect de l'intégrité territoriale et des frontières
hérité au moment de la décolonisation. Mais tout le monde dit ça, c'est des questions de principe sur lesquelles tout le monde est d'accord. Mais condamner le fait qu'il y ait un de ses membres qui le viole, plus personne n'est à la table. C'est ça l'hypocrisie. Mais évidemment, nous avons des pays comme l'Angola qui vous disent clairement. Mais quand vous dites par exemple, Kagame vous dit respect des frontières et de la colonisation, et vous tenez un discours au Bénin pour dire non, nous avons des terres à réclamer au Congo, mais nos historiens vous l'ont dit. C'est le Congo qui a plutôt des terres à réclamer au Rwanda. Peut-être la colline sur laquelle Paul Kagame est né peut avoir appartenu à la RDC. Et on peut la réclamer également. Donc c'est un discours, c'est une rhétorique dépassée de Paul Kagame. On comprend, il ne connaît pas l'histoire. Il ne comprend pas non plus l'histoire. Il a étudié autre chose, il a étudié les métiers des armes, comment faire ceci, cela, mais il n'a pas appris l'histoire. Mais l'une des leçons de l'histoire, Christian, je vais vous le dire, c'est quoi? C'est que tout royaume, il y a une apogée, une décadence. Vous l'avez appris également en histoire. Nous sommes d'accord. Apogée, déclin. L'apogée et le déclin. Paul Kagame, comme il ne comprend pas l'histoire, il ne comprend pas non plus que son empire est entré dans le déclin. Merci à vous, monsieur le professeur Mbata. Vous êtes premier vice-président de l'Assemblée nationale. On a beaucoup parlé de votre rémunération. Vous qui critiquez hier, aujourd'hui, vous en dites quoi? 200 000 $ par mois, vrai ou faux? Vous savez, Christian, quand on accuse, il faut avoir des preuves. Je suis juriste. Si je devais commencer à poursuivre les gens, imaginez combien j'en aurais. Le premier vice-président a 200 000 $. Un ministre a combien, vous en connaissez? Donc je toucherai plus que le président de la République. C'est du n'importe quoi. Et pour les sanctions connues, je ne suis même pas. Et combien aurait le président de l'Assemblée nationale? Ah, on dit plus. C'est vrai que la charge de la preuve appartient à celui qui accuse. C'est-à-dire, si on devait poursuivre les gens, surtout le numérique, je crois que la loi qu'on vient de voter va nous faire avancer. Tu dis des faussetés, on te poursuit en justice. Qu'on ne vienne pas dire non, le prof est en train de poursuivre, parce qu'après tout, je suis également professeur de droit. Vous ne pouvez pas affirmer des choses. Où est-ce que j'aurai les 200 000 $? Ça viendrait d'où? Même le Premier ministre n'en a pas. Donc même les ministres n'en ont pas. Donc chacun doit faire... Donc il ne faut pas continuer ce jeu-là et que la presse... Parce qu'il y a du n'importe quoi maintenant. Tout le monde est devenu journaliste parce qu'il peut mettre un article sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Il est devenu journaliste. Non, il faut... C'est du n'importe quoi. Et bon, malheureusement... ce sont des choses qui arrivent, mais on devrait y mettre un terme. Chacun doit faire attention aux propos qu'il émet. Et cette polémique sur vos propos, quant à l'arrivée du pape, je vous cite les catholiques qui vont voter pour Tshisekedi suite à la visite du pape en République démocratique du Congo. Mais il n'y en a pas eu de débat. La polémique, c'était quoi? J'avais dit à l'époque que le pape était invité du président de la République. Il était invité, vous l'avez vu. Oui, mais de là à dire que... Il atterrit là-bas, il va tout au droit. Mais de là à dire que les catholiques vont voter pour le président Tshisekedi mais si les à cause de cela... Moi-même, si moi je suis catholique, si vous êtes catholique, si les catholiques que je vois disent qu'ils vont voter, et alors vous ne pouvez pas démentir. Qui est catholique? Les catholiques, ça ne se réduit pas au clergé. L'église même, parce que vous me ramenez à l'église catholique. L'église catholique, ce n'est pas, elle est dit, il y a la Cinco. Le cardinal n'est pas l'archevêque, n'est pas le président de la Cinco. Moi aussi, je fais partie de l'église catholique. Si vous êtes catholique, vous aussi. Et si nous disons l'église catholique va voter, où est le problème? Parce que beaucoup de catholiques me l'ont dit qu'ils vont voter. On a beaucoup parlé hier des écueils entre le pouvoir Kabila et l'église catholique. Depuis, les tenants de l'ancien pouvoir ont dit regretter. Aujourd'hui, est-ce que cette tension avec l'église catholique, le pouvoir actuel va pouvoir la tenir longtemps? Non, mais disons d'abord une chose, c'est une question importante, Christian. L'église catholique, ce n'est pas un évêque ni un cardinal. Même le pape n'est pas l'église catholique. La famille de Dieu, tous ces chrétiens, ce n'est pas le clergé. Je vois des clergés de tels diocèses qui font une déclaration politique, mais ils ne représentent pas l'église. L'église, c'est le corps du Christ. On est en train de prêcher notre évangile, Christian. L'église, c'est nous tous ceux qui communient au corps du Christ. Et l'attention, c'est entre qui? Si un évêque veut faire de la politique, si un prêtre veut faire de la politique, mais qu'il enlève sa soutane, qu'il vienne faire la politique avec nous, qu'il s'enrôle aux élections qui auront lieu bientôt, au lieu de se cacher derrière la soutane, de se cacher derrière la chair. Et puis là, vous savez quoi? Vous savez que vous pouvez dire Alléluia, on vous répond par Amen. Il n'y a pas de discussion. C'est lâche de se cacher derrière une chair. C'est lâche
de se cacher derrière un accoutrement, les habits sacerdotaux, et tenir un discours politique. Si vous voulez faire la politique, venez avec nous. Vous serez dans l'opposition. Vous êtes les bienvenus. Vous serez du PPRD ensemble. Vous serez de n'importe quelle de l'SID et autres. Dans l'opposition, dans la majorité. Ou dans la majorité. Donc, c'est vraiment lâche de faire la politique avec les habits sacerdotaux qui sont sacrés. C'est lâche. Si quelqu'un veut faire la politique, qu'il quitte, qu'il vienne tenir ce discours-là, au lieu de se cacher derrière la chair, où vous êtes sûr que vous direz Alléluia, on vous répondra par Amen, il n'y aura pas de discussion. Aujourd'hui, 24 avril, il faut être précis, 33 ans, c'était le début de la démocratie. Avec l'UDPS au pouvoir, est-ce qu'on en est encore loin? Bon, il faut dire, Christian, merci de rappeler la date, elle est historique, le 24 avril. Grâce au combat de l'UDPS et de Étienne Tshisekedi, les choses ont pu changer dans ce pays. Et avec l'UDPS au pouvoir, nous sommes sur la bonne voie. Évidemment, beaucoup de choses restent encore à faire. Mais comme vous le savez, le président Félix Tshisekedi l'a dit, pour nous, c'est l'état de droit. L'état de droit est l'une de nos chevaux de bataille. C'est notre cheval de bataille en politique. Donc, c'est bien de rappeler cette date historique, que si nous sommes aujourd'hui, si nous jouissons de cette liberté d'expression, si nous parlons des élections libres et transparentes, et du droit, du rôle des partis politiques, même de l'opposition, c'est grâce au combat mené par plusieurs compatriotes et d'abord par l'UDPS, Étienne Tshisekedi et ses compagnons. C'est pourquoi Étienne Tshisekedi, comme Kimbangu et d'autres, les Kassavubu, ils méritent d'être proclamés héros nationaux dans ce pays.